Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par Spartid sur l'upskilling et la montée en compétences de vos collaborateurs. Aujourd'hui, nous accueillons Barbara Essonneau de la Société Générale. Bonjour Barbara. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous accueillons également Laurent Cailly de la Société Générale. Bonjour Laurent. Bonjour. Et enfin, nous avons parmi nous Jean-Noël Chantreuil du cabinet Change Factory. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Pour ma part, je me présente Alexandra Liraud, donc je suis en charge du marketing chez Spartid. Pour ceux qui ne connaissent pas Spartid, c'est une start-up française de 20 personnes qui propose du mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois animer, engager et onboarder leurs collaborateurs. Pour votre information, donc ce webinaire durera 45 minutes. Il sera possible de le revisionner à travers un lien de replay qui vous sera envoyé à la fin de la session et également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois déjà qu'on a des commentaires et n'hésitez pas également à répondre à nos sondages qui sont disponibles sur votre droite et qui permettent de créer des moments d'interaction tout au long de ce webinaire. Je pense que nous pouvons commencer. Je vous propose de faire un rapide tour de table, de présenter vos parcours à chacun, votre position et nous expliquer un peu plus pourquoi vous êtes là. Barbara, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Donc Barbara Essonneau. Donc je travaille au sein de la Société Générale dans un département de transformation des organisations, de développement des talents et donc de développement des compétences. Voilà. La raison pour laquelle je suis là, c'est dans le cadre de nos programmes, bien nous utilisons notamment l'application Spartid et le sujet effectivement de l'upskilling, puisque nous sommes une banque, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous de nous assurer d'avoir les compétences à aujourd'hui, mais également les compétences à demain. Et ravie d'être parmi vous. Merci Barbara pour cette présentation. Laurent, je vous laisse continuer. Oui, bonjour à tous. Merci Alexandra. Je travaille avec Barbara dans le même département, mais moi, mon background, c'est plutôt un background de banquier. En fait, j'ai un parcours dans la banque traditionnelle depuis assez longtemps maintenant, à la Société Générale. Et je suis en quelque sorte auprès de Barbara le référent du métier de la banque, en fait. Donc, upskilling, effectivement, on est bien conscient que ce métier va évoluer au fil du temps. Il a déjà beaucoup évolué quand on regarde. Mais il y a aussi les bases du métier qui, elles, pour la banque, restent fondamentales en fait. Une banque, ça prête de l'argent et ça gère les risques inhérents à cette activité. Voilà. Donc, j'utilise votre solution avec Barbara et notamment pour l'alimenter en questions relatives à la banque. Merci Laurent pour cette présentation. Et je laisse Jean-Noël terminer. Donc bonjour, je suis Jean-Noël Chantreuil, je suis le directeur de Change Factory. Change Factory, c'est un laboratoire d'acculturation et d'accompagnement au changement. On est présent en France, aux États-Unis et à Singapour, pardon. Singapour et aussi en Asie, mais non, on se développe en Asie. Le but est d'accompagner à monter aux compétences, à mieux comprendre le futur du travail pour mieux comprendre comment travailler, comment mieux apprendre, comment être plus compétent dans son poste aujourd'hui et demain. Et je suis ici avec une double casquette, puisque du coup, en plus d'être directeur de Change Factory et donc de travailler sur ces notions d'engagement des collaborateurs, d'upskilling, je travaille également, je suis maître de conférences associé pour la Sorbonne et où je travaille sur ces sujets, j'étudie ces sujets autour de l'apprentissage de demain et les compétences de demain. Merci Jean-Noël et merci à tous les trois donc, pour cette table ronde. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi le sujet de l'upskilling, du développement du potentiel de vos collaborateurs? Quels enjeux à l'heure actuelle? Expliquez-nous, dites-nous tout. Jean-Noël, je vous laisse peut-être commencer. Allez, c'est moi qui commence, parfait. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'upskilling? Pourquoi on parle de développement des potentiels des collaborateurs?
simplement parce que c'est clé dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire que le monde est en constante transformation. On a affaire en ce moment à de diverses crises, ce qu'on peut appeler un monde dans lequel, en polycrise, crise sanitaire, crise de sens, crise économique, crise climatique, crise énergétique, on parle de sobriété et autres. Enfin, voilà, le monde est en constante évolution et avec un vecteur commun qui est on a du mal à le prévoir. Et donc, pour pouvoir le prévoir ou pouvoir simplement vivre dans ce monde, on a besoin, nous, en tant qu'individus et en tant que collaborateurs de toute entreprise, de changer, de se transformer. Vous mixez ça avec une obsolescence des compétences. Oui, il y a quelques années, alors on va dire il y a une trentaine d'années, une compétence technique, d'accord ? Une compétence technique, c'était 20 ans, ça tenait 20 ans. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie de moins de 2 ans. Donc en fait, il y a toujours ce besoin de se remettre à jour, de comprendre, de travailler son employabilité. Et ensuite, vous ramenez ça à des choses en disant 65% des métiers de 2050 n'existent pas aujourd'hui. Ça, dernière étude qui est sortie. À partir du moment où on se dit que 65% des métiers qu'on ne les connaît pas encore, on se dit mais comment faire pour rester dans le coup? Comment faire pour se préparer à ces métiers? Et donc, l'upskilling, le développement des collaborateurs en interne, le retour aux fondamentaux, la création de parcours de montée en compétences est clé pour toutes les entreprises pour survivre et pour préparer demain. Merci Jean-Noël. Je pense que c'est très représentatif du monde de l'actualité. Et Laurent, peut-être est-ce que vous avez quelque chose aussi à ajouter par rapport à votre expérience à la Société Générale sur le sujet? Oui, justement, je rejoins complètement ce que vient d'expliquer Jean-Noël. Et à ce propos, nous sommes un établissement bancaire, une grande banque internationale, et nous avons une multitude de métiers, en fait, et de collaborateurs qui travaillent sur différents métiers qui, pour certains, ne sont pas tous purement bancaires. Et comme je disais tout à l'heure, les banques, si dans le futur elles existent toujours, et c'est ce que je pense qui va se produire, elles ont un métier quand même fondamental qui est prêter de l'argent et gérer les risques qui sont liés à cette activité. À partir de là, notre démarche, c'est d'apporter, s'assurer en fait que ce socle de connaissance du métier de base fondamentale de la banque est bien acquis par nos collaborateurs, quelle que soit leur branche d'activité. On a des collaborateurs qui travaillent purement dans les ressources humaines, purement dans les ressources, purement dans l'informatique. On a des talents dans toutes ces branches, mais notre idée, notre objectif, avec le programme que vous décrira Barbara juste après, c'est justement parallèlement en fait à la vision en fait et parallèlement à tous ces changements qui se profilent et qui sont aujourd'hui en place, s'assurer que les fondamentaux du métier de base sont bien acquis par tous nos talents qui, à partir de là, vont prendre le train tel qu'il se présente pour l'avenir. Alors, effectivement, hein, Laurent a raison de parler des compétences fondamentales. Hein. Ça, c'est le socle. Hein. Si déjà, pourquoi parler d'upskilling si déjà on n'est pas sûr que les gens ont déjà le niveau de compétences attendu sur le poste occupé. Je rebondis également sur ce que dit Jean-Noël, hein, à savoir, il y a les métiers de demain. Il y a, alors, je suis désolée, j'ai plus le pourcentage des métiers en 2050 qu'on ne connaît 65%, pas. Barbara. 65%, merci Jean-Noël. Donc, ça veut dire en même temps qu'il faut préparer les collaborateurs toujours dans ce monde VUCA, hein, ce monde incertain, volatile, à se préparer justement à développer ses compétences, à être toujours
au niveau des compétences qui vont être attendues. Et un des enjeux notamment, quand on parle de compétences, il y a les compétences techniques auxquelles fait beaucoup référence Laurent, mais il y a aussi les compétences comportementales et qui va être c'est comment amener les collaborateurs à avoir cet état d'esprit, cette agilité qui vont nous permettre justement de pouvoir développer ces compétences et de pouvoir toujours, comment dirais-je, développer leur employabilité interne comme employabilité externe. Voilà. Donc ça, je ne sais pas quel prix il y a, ce sont des enjeux qui sont importants. Nous assurer que demain, on va avoir, au-delà d'aujourd'hui, mais aussi de demain, qu'on aura toujours les bonnes compétences, en tous les cas, les personnes qui seront à même de pouvoir développer leurs compétences et d'être toujours au niveau attendu. Sachant qu'effectivement, la banque a énormément bougé, on le voit bien, la Covid a encore plus, j'allais dire, exagérer, intensifier cette contrainte. On a vu des choses qui mettaient peut-être 20 ans, comme disait Jean-Noël, on voit des changements extrêmement rapides, extrêmement puissants. Hein. On voit même nos clients, maintenant, nous avons un monde qui est digitalisé. Le métier de banquier d'il y a 5 ans, même avant Covid, n'est plus du tout le même métier qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, donc là, et tous les métiers de la banque, voilà, sont là. Voilà. Je vais rebondir un tout petit peu sur un des sujets. On a là le titre du webinaire parle autour de l'upskilling et Barbara l'a souligné, mais en fait, c'est pas un nouveau mot. On l'utilise en anglais parce que c'est un petit côté plus tendance, plus hype de parler d'upskilling. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le propre des fonctions RH était d'accompagner les collaborateurs dans le maintien de leur employabilité. Et du coup, on était déjà là dans le fait de dire on travaille sur ces compétences pour être sûr que le travail soit bien fait et on les aide à se développer. Les plans de développement individuels existent depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais depuis qu'il y a des RH. C'est la base même des fonctions RH de développement des talents. Donc là, en ce moment, il y a un peu une hype autour du upskilling. Alors, on lance des grands programmes d'upskilling parce que, voilà, et on se concentre aussi que ce soit sur des compétences autour du digital, mais ce n'est pas que ça. Donc, ne réduisons pas le côté upskilling sur des programmes autour du digital, apprendre à se servir de TikTok, que c'est par là, ou apprendre à se servir de Teams ou de Zoom ou de Livestorm. L'idée est vraiment de comment on fait pour augmenter les compétences de tout le monde, comment on fait pour faire en sorte que les gens se sentent bien. Et quelque chose qui a été dit par Laurent et par Barbara, l'idée, c'est il y a un besoin de revenir aux fondamentaux. Je maîtrise les fondamentaux pour comprendre mon environnement. Et Laurent a insisté dessus sur les fondamentaux de la banque. Et Barbara disait aussi que c'est important les comportements. Ce n'est pas que des compétences techniques, c'est aussi des compétences comportementales, d'état d'esprit, d'agilité pour pouvoir se sentir bien dans son environnement, dans son poste aujourd'hui et pouvoir se projeter dans un futur en disant « Ok, voilà comment je vais travailler demain ». Et à partir du moment où on crée un environnement où les gens sont en sécurité, les gens peuvent s'épanouir et peuvent se développer. Donc, encore une fois, c'est vraiment clé. C'est un travail clé pour toute entreprise de travailler sur ce développement des potentiels. Développement des compétences et également, effectivement, développer j'allais dire, parce que Jean-Noël parlait, travailler sur les apprentissages, c'est apprendre à apprendre. Voilà. Et pour pouvoir s'ouvrir le champ des possibles et être ouvert à tous les changements qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans et qu'on ne connaîtra pas, on ne sait pas. Donc, j'ai bien retenu 65% pour la suite. Voilà. Et avoir envie aussi. Oui. Avoir envie, donner envie, en fait, de se développer parce que c'est clé, en fait, hein, pour les générations qui arrivent. C'est un élément clé et c'est quelque chose en fait que tout le monde fait finalement instinctivement sans vraiment identifier je me forme mais en fait il y a tellement d'outils à disposition aujourd'hui pour approfondir ses connaissances. À partir du moment où on est motivé pour aller se développer, on le fera de toute façon. On montera en compétences. Et je pense que l'élément de motivation est clé aussi dans la démarche. Je suis tout à fait d'accord avec Barbara, bien sûr, sur le fait que
chacun a entre les mains son avenir et son développement, encore plus aujourd'hui que jamais, parce que c'est très simple aujourd'hui d'accéder à l'information. Et donc, quand on parle de quels enjeux pour un tel sujet, pour les entreprises, il y a un enjeu de survie et de croissance. Tout dépend des entreprises. Pour les individus, il y a des vrais enjeux de bien-être, d'épanouissement personnel, d'alignement, parce que dans la partie upskilling, c'est aussi de dire je me sens reconnu dans mon travail, je peux grandir, et c'est ce qui fait la différence sur des politiques de marque employeur. Donc ça a un vrai impact aussi, enfin, c'est là où on voit le côté entièrement relié des sujets, c'est que quand on permet à des collaborateurs de se développer, on crée un environnement plus sain, c'est un impact direct sur la marque employeur, sur l'acquisition de nouveaux talents ou sur la mise en perspective de ces nouvelles compétences. Tout à fait. Hein. Sachant effectivement, il y a toutes ces conditions, tout ce cadre, tout cet environnement que l'on crée pour permettre l'apprentissage, et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Hein. On a vu notamment avec la crise Covid, c'est pas simplement une question de rémunération, c'est aussi comment je me sens bien, comment est-ce que ça se passe en termes d'environnement, est-ce que ça en vaut la peine, qu'est-ce que je peux faire. J'allais dire, il y a 40 ans, 50 ans, quand on rentrait à la banque, on savait, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais rentrer dans la banque, on mourait dans la banque. Parce que, voilà, on faisait toute son expérience professionnelle, et on a encore des personnes, et heureusement qu'on a aussi des personnes comme ça, qui faisaient toute leur carrière. On rentrait à 18 ans, on partait à peine 60 ans, voilà. Et là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette même logique-là, voilà. Des personnes qui peuvent bouger, qu'elles savent qu'elles n'ont pas un métier qu'ils ne souhaitent pas, et donc, voilà, comment les accompagner au niveau du développement de leurs compétences. Et une entreprise, on parle de la marque employeur, maintenant, c'est plus forcément de garder à vie des personnes, mais c'est d'avoir des personnes, quand elles restent, c'est qu'elles sont motivées, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles apportent à l'entreprise et que l'entreprise leur apporte. Voilà. Et donc, le mot derrière que n'emploie pas Barbara et qui est très juste, c'est le terme d'engagement. C'est qu'à partir du moment où les collaborateurs s'engagent, ils restent, ils se fidélisent à l'entreprise et ils aident l'entreprise à grandir, tout en assurant leur propre croissance en tant que tel. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Je pense que l'engagement, surtout, c'est quelque chose de très important. Et quelle solution? Qu'est-ce qui est possible de faire pour justement les engager? Et je propose de passer à l'autre question et de donner la parole à Barbara. Je sais que vous avez beaucoup de projets en place à la Société Générale, que ce soit le Business Game ou d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous mettez en place? Alors, je dirais, nous, on est dans la banque de détail internationale, qui est une partie de la banque société, un des piliers de la Société Générale. Donc, on travaille à l'international et outre-mer. Il y a plusieurs programmes sur lesquels nous travaillons. Je fais déjà un lien avec ce que disait Jean-Noël par rapport au métier des RH. Là, nous travaillons justement sur un parcours d'intégration de développement de la filière RH pour nous assurer que les RH connaissent bien leur rôle, connaissent bien leur mission et les outiller pour justement pouvoir accompagner le business. Parce qu'on est une fonction support, on est à destination, on est une fonction support du business. Donc voilà, donc déjà il y a ce programme-là à destination de la filière RH. Et ensuite, nous avons aussi des programmes à destination les hauts potentiels. Là, on va développer leur qualité de leadership au-delà de l'aspect opérationnel. Et là, on est vraiment plutôt dans une logique de comment j'apprends à apprendre, comment est-ce que je fonctionne, pour pouvoir aussi réfléchir à mon mode de fonctionnement. Et nous avons également, ce qui intéresse plus particulièrement au niveau de ce webinaire, des programmes à destination de ce qu'on appelle des jeunes talents. Et là, on est sur un mix en se disant, il y a, pour reprendre aussi ce que disait Jean-Noël, il y a une partie
compétences techniques, compétences bancaires. Hein, Laurent développera par la suite pour dire, ben voilà, on a besoin déjà de ça, hein, pour connaître le métier, le métier de banquier, on a besoin de ça et on utilise la solution Spartid. Et il y a également l'aspect comportemental. Et là, on voit avec un accompagnement de coach, et là, on voit à quel point c'est important de pouvoir mixer pour moi, à ce niveau-là, de mixer les deux. Voilà. On ne peut pas travailler que le technique, de savoir ce que c'est qu'un compte de résultats, ce que c'est savoir une stratégie d'entreprise, si en même temps, on ne sait pas comment se prennent les décisions, comment est-ce que je fais pour négocier, comment est-ce que je fais pour avoir de l'influence, comment est-ce que je fais pour prendre en compte, inclure des avis qui sont divergents des miens. Donc, on a ce type de solution avec, voilà, donc à tous les niveaux, d'accompagner, de développer, puisque moi, je suis avec Laurent, Laurent a un spectre plus large au niveau du public, mais moi, sur la partie talent, une partie accompagnement du développement des ressources humaines. Voilà les solutions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, je vais du coup rebondir un tout petit peu pour donner sur d'autres. On accompagne plusieurs clients sur ces programmes de montée en compétences. Je vais aller dans le même sens que Barbara, puisque aujourd'hui, sur les populations RH, il y a beaucoup de demandes, parce que le métier des RH s'est beaucoup transformé, a beaucoup changé. Et donc l'idée derrière, pardon, il y a un bruit étrange. Du coup, derrière, on a un vrai pouvoir de transformation de ces populations et de ces professionnels RH. Donc, par exemple, quelque chose qui a beaucoup été là à date, c'est de demander OK, comment les RH peuvent mieux gérer la data, comment mieux être. Et donc, Barbara parlait de business partner. Enfin, on a donc ce nouveau rôle de HR business partner. Voilà. Donc, on a beaucoup de programmes d'upskilling, de montée en compétences pour les populations RH. On a aussi autour de tout ce qui est culture managériale. Qu'est-ce que ça veut dire être manager aujourd'hui? C'est pas juste faire des entretiens en one-to-one ou créer des objectifs. C'est aujourd'hui, il y a une vraie question sur être un manager aujourd'hui et être un manager demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, on voit émerger des programmes autour de ces leaders de demain, de ces managers de demain. Et ce qui est intéressant, dans ce qu'on voit en termes d'upskilling, c'est aussi avec, et ce que je disais en introduction, c'est avec la convergence de plusieurs problématiques, dont par exemple les crises environnementales, les crises climatiques, les crises énergétiques. Donc aujourd'hui, on voit des programmes qui mélangent des aspects métiers, des aspects environnementaux, climatiques et énergétiques, et des aspects de développement personnel. Donc, ces aspects de développement personnel, c'est vraiment ces aspects comportementaux. Alors, et du coup, derrière, quand on parle de compétences comportementales, on sait qu'on doit jouer aussi sur les connaissances, sur ces compétences-là. L'assertivité, on parlait du feedback, on parlait de quelle posture je dois avoir, comment l'esprit critique, comment je m'ouvre aussi sur des nouveaux sujets. Et tout ça là, c'est au travers de programmes de développement et de montée en compétences. C'est important que quand on parle d'upskilling, on ne pense pas uniquement au fait que les gens, ils étaient par exemple sur des chaînes de production et à type alpha, et maintenant ils passent à des chaînes de production type alpha numérisées par exemple, et que du coup on doit les faire monter en compétences. Ce n'est pas que des compétences techniques. Quand on parle d'upskilling, et Barbara a bien dit, et j'insiste parce que je pense que c'est vraiment clé, c'est aussi une question d'état d'esprit. C'est une question de compétences comportementales et de compétences. Et dans tous les cas, quand on parle de solutions d'upskilling, on parle bien entendu d'une partie de compétences techniques, mais toujours en étant accompagné et en accompagnant sur cette ouverture autour des compétences comportementales. J'apprends à apprendre, c'est clé. Et j'apprends à monter en compétence sur ma technique au travers d'un accompagnement de ma posture et de mon état d'esprit. C'est les bonnes solutions. On peut même aller jusqu'à, Jean-Noël parlait d'engagement tout à l'heure, mais une notion de responsabilité aussi. C'est-à-dire, j'ai un métier, c'est aussi de ma responsabilité, pour bien effectuer ma mission, de me développer, de monter en compétence sur les bons sujets au bon moment pour être au niveau en permanence.
C'est une question de motivation et Jean-Noël faisait allusion au management. Effectivement, c'est un élément clé pour les managers aujourd'hui d'accompagner les collaborateurs et de les motiver à se développer en permanence. Il y a des outils pour ça, l'entreprise en fournit, mais même en dehors de l'entreprise, on est aujourd'hui en mesure d'aller chercher de l'information pour se développer de façon continue. Voilà. Ce qui est effectivement important dans ce que dit Laurent, c'est de créer les conditions qui permettent aux personnes d'être motivées, voilà, et de s'engager. Voilà. Parce qu'une personne qui n'a pas envie, qui n'est pas motivée, des fois on n'a pas de prise. Par contre, si on crée les conditions, c'est ça le plus important, eh bien là il y aura plus de prise, me semble-t-il. Donner envie, ça passe par les relations humaines, mais ça peut aussi passer par des solutions attractives ou enfin, après, il y a tout un univers qui est adapté plus ou moins aux différentes personnalités. Voilà, c'est le rôle aujourd'hui d'adaptement RH. Voilà. Et c'est vrai aussi que par rapport aux solutions, il faut tenir compte aussi dans les solutions de la manière dont les personnes travaillent. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, si ce n'est toutes, enfin en tous les cas en fonction des métiers, travaillent en mode hybride. On a introduit la digitalisation, j'allais dire la génération smartphone, tablette est là. Donc ça veut dire aussi que dans les solutions qu'on doit mettre en œuvre, bien, il faut aussi que nous, au niveau de la RH, bien, on soit en phase avec cela. Le Covid a fait que notamment nos programmes sont tous passés du mode présentiel en mode distanciel. Là, on va revenir à un mode hybride, là justement pour refléter aussi la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Et du coup, on a digitalisé un certain nombre de choses, pas le côté comportemental, mais le côté technique qui pour nous était le plus facile. Enfin, je veux dire, voilà, de travailler avec un smartphone pour j'allais dire, développer ou ancrer la partie technique, la partie, ce qu'on appelle hard skill, c'est OK. Pour la partie, j'allais dire, soft skill, là, on est dans l'humain. Donc, voilà, pour moi, on n'est pas dans la machine. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place, justement, en termes de solutions, ce mixte digitalisation, ce mixte aussi de coaching. Je ne sais pas si, Laurent, toi, tu peux développer par rapport… Oui. J'ai juste un petit problème de prise, donc voilà. Oui, en effet, moi je peux vous donner l'exemple d'un programme qu'on menait, un programme d'envergure qui consistait à réunir des collaborateurs de toute l'Afrique pendant 2 semaines à Casablanca, voilà. Et finalement, le Covid a eu un effet accélérateur sur notre réflexion à passer en mode hybride, en fait. On a fait une sélection des différents sujets qu'on pouvait continuer à distribuer, peut-être à distance, plutôt que de les distribuer en mode présentiel classique. Et maintenant qu'on est un petit peu libéré de cette contrainte, on a conservé le mode hybride qu'on a mis en place sur l'impulsion du Covid, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, d'un programme qui s'étalait sur 9 journées, on en réduit la partie présentielle à 4 journées seulement, uniquement axée sur les soft skills, parce qu'on a estimé que cette partie-là ne pouvait pas être valablement distribuée en distanciel. Mais pour le reste, on a réussi avec un certain succès à faire une distribution à distance des contenus, et des contenus dont on teste la bonne acquisition avec des outils de quiz et tests. Oui, c'est vrai qu'avec Spartid, justement, vous accompagne dans le cadre de votre business game. Je sais que nous ne sommes pas le seul outil, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, fonctionne bien avec vos utilisateurs. Et je sais, Laurent, que c'est vous qui créez les contenus, c'est ça ?
Oui, c'est moi qui crée les contenus puisqu'il a été convenu d'utiliser votre application pour toute la partie dite Hard Skills. Et comme j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est face à un nombre de collaborateurs identifiés comme talents émergents, donc plutôt jeunes, hein, de nous assurer et de faire en sorte qu'ils soient, à l'issue de ce parcours de formation, en mesure de parler en pleine connaissance de cause du métier fondamental de la banque de détail, c'est-à-dire prêter de l'argent à des particuliers et des entreprises, voilà. Et avec toute la structure qui va autour. Mais ce groupe de collaborateurs, à chaque fois, est composé de personnes qui viennent d'univers complètement différents. Certains n'ont fait que de l'informatique, en fait, hein, par exemple. Ils sont identifiés comme talents. L'idée, c'est de les faire monter en compétences sur le métier fondamental de la banque. Des personnes qui viennent des ressources humaines, c'est pareil. On parle d'être business partner, disait Jean-Noël. Encore faut-il être en mesure de parler du business avec les gens du business, en moins un petit peu, au moins savoir de quoi il s'agit. Donc l'idée, c'est ça. Et donc le programme que décrira peut-être plus précisément Barbara tout à l'heure comporte une partie importante de montée en compétence sur des, justement, hard skills de la banque, en vue, in fine, de participer à un business game qui consiste tout simplement à gérer une banque par équipe de 3. Une banque virtuelle, bien sûr. C'est ça, l'étape finale. Mais avant d'être en mesure de gérer une banque virtuelle, bien sûr, encore faut-il connaître comment fonctionne une banque, etc. Donc, il y a toute une partie d'appropriation, il y a de l'auto-formation, il y a différents intervenants, il y a du coaching, il y a des rencontres avec des experts, et il y a plusieurs questions qui sont adressées par jour via l'application Spartid et qui portent sur, alors je crois qu'il y a en tout une cinquantaine de questions qui sont adressées et qui portent sur les sujets, c'est par thématique en fait, le compte de résultat, l'offre pour les particuliers, etc. Je crois que vous avez une petite vidéo pour nous. Oui, exactement. Je peux la montrer rapidement. C'est le fruit de votre travail, Laurent. Oui, les questions, oui. Oui, les questions, en tout cas, c'est tout, vous, le contenu. Mais donc, on les voit pas assez là, mais oui, je vous laisse expliquer rapidement en quoi cela consiste. Et je pense Alors, il y a différentes modalités de questions, différents types de questions. Parfois, c'est juste vrai-faux sur une affirmation. Parfois, il faut faire un classement d'idées. Parfois, voilà, tout ça est assez ludique. On peut même organiser des battles avec les autres participants pour un peu se défier comme ça. Ça donne du peps, ça donne du piment. Et voilà. Et donc, chaque jour, un certain nombre de questions qui portent sur une thématique. Et à chaque fois qu'on répond on nous demande, déjà, ça c'est intéressant, on nous demande si on pense avoir bien répondu à la question. Alors, on répond à la question, après on nous demande, pensez-vous avoir bien répondu à la question? Et si la personne est consciente qu'elle n'a pas forcément bien répondu à la question, qu'elle n'a pas bien répondu à la question, ça rapporte quand même des points. Voilà. Et à la fin, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de points. Il y a des champions et tout ça. Voilà. Mais l'important aussi, c'est qu'à chaque réponse donnée, il y a un feedback qui est donné par l'appareil et qui apporte les éléments justes, en fait, enfin, qui apporte du contenu, en fait, sur le thème de la question. Voilà. Et là, ce qui est important aussi de dire, hein, c'est que donc il y a effectivement ces questions.
Donc il y a cette partie gamification, mais aussi avec du challenge, et ça correspond bien aussi à des modalités maintenant d'apprentissage, enfin, avoir le côté, on parlait d'envie, d'engagement, il y a cette notion aussi de plaisir, voilà, qui est importante, et de se dire, c'est pas forcément suffisant ce qui est fait pour que les personnes soient à niveau pour faire le business game, mais là, en fait, on doit, en tous les cas, suffisamment leur ouvrir l'appétit pour aller chercher plus loin, pour ceux qui le souhaitent, s'il y a des réponses qu'ils ne connaissent pas, s'ils veulent approfondir. Puisqu'il y a aussi toute une partie de documentation qui est mise à leur disposition. Donc, libre à eux ensuite d'aller approfondir au niveau des questions. Il y a aussi cette souplesse, hein, puisque ça veut dire que, je ne pense pas que Laurent l'ait précisé, enfin, même si c'est par jour, c'est chacun joue à son rythme. Voyez, donc, ça veut dire que, on leur dit ça prend à peu près 15-20 minutes par jour pendant 3 semaines. Et en fait, la personne décide dans les 24 heures à quel moment elle décide de répondre. Voilà. Oui, alors le côté instantané aussi de la validation ou pas de la question ou de la réponse, effectivement, a un effet test de positionnement un petit peu. C'est-à-dire, je pense que je connais bien la banque, je fais le jeu et je m'aperçois qu'il y a des choses sur lesquelles je manque de précision, ou finalement, je n'ai pas la bonne réponse. Et oui, en effet, donc ça donne forcément envie à quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il fait d'aller approfondir ses connaissances sur des sujets où il remarque, il constate qu'il n'est pas au niveau requis, tout simplement. Ce qui est important, donc nous on l'utilise dans ce cadre-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi une région en Afrique qui l'utilise pour ancrer des formations qui ont été données en présentiel. Donc pour s'assurer, parce que souvent, hein, alors j'ai plus les chiffres, alors peut-être Jean-Noël a le chiffre, enfin moi de mon jeune temps on disait que quand on était en formation, on tenait à peu près 20% de la formation. Je ne sais pas si les chiffres ont changé, mais ce qui veut dire comment nous assurer aussi que quand on est en formation, on dépasse les 20%. Et qu'il y a des choses qui restent. Et ça, c'est une manière aussi d'ancrer, c'est-à-dire sur 6 mois, eh bien, on va faire via des campagnes, via des questions, via des rappels, pour s'assurer que les personnes ont bien appris ou vont développer. Voilà. Souvent, et moi j'aime beaucoup, enfin, la démarche dont parlait Jean-Noël, qui est de parler de parcours de développement et non pas d'action de développement. Il faut penser sur du long terme et pas dire voilà, c'est du one shot et après qu'est-ce qui se passe, je retiens 20%, en termes de retour d'investissement pas extraordinaire pour l'entreprise, pour le collaborateur pas forcément extraordinaire. Mais c'est aussi la formation continue, la notion de continuité dans la formation, ça ne s'arrête jamais, je pense. Ouais. Je vous ai coupé peut-être. Non, pas de souci, j'allais rebondir sur le sujet, mais du coup ça va nous permettre de passer à la suite. On se demande mais par quoi on commence quand on met, enfin voilà, par quoi pour établir une stratégie d'upskilling efficace, et c'est là où c'est intéressant, et du coup je vais rebondir directement sur ce qui a été dit par Barbara. C'est il faut penser les différents temps d'une stratégie d'upskilling, c'est-à-dire qu'il y a un amont, un pendant, enfin un avant, un pendant et un après. Et du coup, donc les chiffres qu'annonce Barbara sont justes. On dit aussi qu'on perd sur certaines formations 92% de ce qu'on a vu en formation sur les 3 jours. Et en préparation, on rigolait avec Barbara et Laurent en disant il existe une formation qui s'appelle Finance pour non-financiers et qui est l'une des formations la plus proposée par les RH pour les gens, pour apprendre à lire un bilan qui est clé. Mais sauf que apprendre à lire un bilan, calculer un EBITDA ou ce genre de choses, si vous ne le faites pas dans votre travail de tous les jours, au bout de 3 jours, vous ne savez plus du tout ce que c'est. Et donc, du coup, le après et cet ancrage de connaissances, cette itération, ces mises en pratique sont clés. Et donc, du coup, quand on pose la question de dire mais comment faire pour être vraiment efficace, d'accord, vraiment efficace, on a besoin de comprendre on a besoin de comprendre le profil de chaque apprenant, en fait. On a donc la discussion autour d'une cartographie des compétences initiales et de là où on veut aller. On a besoin de comprendre les profils d'apprentissage. Je donne toujours un exemple en disant, mais moi j'ai un petit frère, on a 12 ans d'écart. Quand il veut faire quelque chose, quand il veut apprendre quelque chose, il ouvre une vidéo.
Il va ouvrir directement, il va taper dans YouTube, il va taper dans TikTok et il apprend ce genre de choses. Moi, j'ai encore le réflexe, et on voit bien derrière moi, hein, enfin, j'ai encore le réflexe de prendre un livre, de toucher un papier, c'est lourd dans le sac, etc. Ben voilà. Donc, si on se retrouve tous les deux à une formation, même pour un sujet X ou Y, et que le formateur lance une vidéo ou distribue un papier avec un texte à lire, ben, il y en a 50% déjà qui sont perdus. Et donc, on peut faire un effort, mais juste, ça ne nous correspond pas. Donc, comprendre les profils d'apprentissage, ancrer les connaissances. Parce qu'une fois qu'on a fait, et je reviens sur un calcul d'EBITDA ou sur d'autres sujets, typiquement, on a des sujets sur des montées en compétences autour de plateformes sociales. Donc, faire de la publicité sur Facebook, Instagram ou TikTok, si vous ne pratiquez pas derrière, vous allez apprendre le mécanisme, mais la connaissance et la compétence ne sera pas acquise. Et c'est là la grande différence. Donc, l'efficacité d'un programme vient sur la compréhension des enjeux, la transparence de dire voilà comment on va vous emmener, et la nécessité de penser parcours et non action. Et du coup, de penser ce parcours sur un temps long. Il y a la formation, l'apprentissage, et derrière, la réactivation de ces connaissances et l'ancrage de ces connaissances. Tu es en mute, Laurent. Et la mise en pratique, idéalement. Voilà ce que je disais. Exactement. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Laurent, l'importance de l'ingénierie pédagogique. Laurent travaille sur les questions à amener, les quiz derrière et tout ça. L'importance de cette ingénierie pédagogique est énorme. Pourquoi ? Parce que, et on en parlait tout à l'heure, on est dans un contexte de plus grande volatilité. Ça veut dire que les gens, ils ne veulent pas passer 3 heures à écouter. Enfin, aujourd'hui, l'apprentissage par TikTok, et j'en reviens, TikTok est vraiment en train de passer le pas de devenir professionnel. Ben, les gens veulent s'amuser en apprenant et donc être accrochés par quelque chose. Et ben, donc, du coup, la nouveauté, cette modernité d'ingénierie pédagogique passe par la création, la réflexion autour de, et c'est le travail de Laurent également, comment je fais pour avoir des questions qui accrochent, un minimum de questions avec le maximum d'impact, qui accrochent, qui sont, alors je vais dire drôles, mais je vais mettre entre guillemets, qui nous amusent et qui sont légères, mais en même temps qui ont du fond, qui ont du sens. Et toute l'ingénierie pédagogique aujourd'hui, c'est ça. Et donc, l'efficacité d'un programme, d'une stratégie d'upskilling, c'est penser le temps long, penser le avant, pendant, après, penser l'entertainment, enfin le côté amusement, le côté j'accroche, et réfléchissez, enfin les gens sont prêts à passer des heures devant Netflix, mais ne sont pas prêts à passer 6 heures devant un programme sur la finance. Pardon Laurent et Barbara, mais ça, on le sait, hein. Ou alors il faut qu'il soit vraiment bien fait. Et donc du coup, ou alors que des gens meurent. Faites tuer des gens dans les programmes de finance. Et du coup, à un moment, l'efficacité passe par la prise en compte de tous ces qualificatifs modernes. J'accroche l'étudiant, j'accroche l'apprenant, je lui dis ce qu'il va apprendre, je le projette vers des compétences qu'il va acquérir et vers quelque chose qui va lui être utile demain. C'est ça. Je lui donne envie. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'il faut aussi veiller par rapport à cette stratégie en termes de profil. Effectivement, ce que dit Jean-Noël est vrai sur cette partie gamification, jeu, etc. On a encore une population pour qui la formation, c'est pas du jeu. Voilà. Et du coup, on ne peut pas jouer, c'est sérieux. Donc, c'est aussi un petit peu compliqué et à en tenir compte aussi en fonction des profils. Alors, je ne parle pas forcément de ma cible, mais d'une manière générale pour les programmes, pour les programmes de formation. Et c'est là où c'est important. Et peut-être que justement, nous, en tant qu'RH, on ne prend pas assez le temps, c'est de déterminer le profil de chaque participant au programme. Parce que ça demande un travail énorme. Autant on peut définir les compétences, mais les compétences au global au début, ce qu'on attend, et c'est ça qui est important, c'est où est-ce qu'on veut emmener les personnes en termes de stratégie, hein, elles sont là, et où est-ce que je veux les emmener, enfin, ce qui peut être là d'ailleurs, enfin, c'est pas forcément... Quand on parle d'upskilling, il n'y a pas forcément une notion de hiérarchie, hein, de grimper dans la hiérarchie, ça peut être aussi quelque chose d'horizontal, mais qui développe ses compétences, et de vraiment de tenir compte de tous ces paramètres.
Et de faire cette distinction, comme disait Jean-Noël, ok, il y a les connaissances, on peut délivrer des connaissances, mais la compétence, c'est autre chose, hein, c'est de la mise en pratique. On est dans le savoir-faire, dans le savoir-être, et au-delà du savoir. Le savoir, c'est pas une compétence, hein, c'est un savoir, c'est de la connaissance. Voilà. Exactement. Et du coup, je vais rebondir sur quelque chose que dit Ima Damour dans le chat, qui est très juste, qui dit, OK, il faut pouvoir mettre en place plusieurs modalités pédagogiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une stratégie d'upskilling efficace, c'est ce qu'on appelle du blended learning. Alors, on réduit forcément souvent le blended learning à, on a une partie en présentiel, on a une partie en distanciel avec quelques vidéos. Le blended learning, c'est pas ça. C'est le fait de pouvoir varier et de pouvoir faire aligner les différents formats, les différents rythmes, les différentes approches pédagogiques, parce qu'il existe plusieurs approches pédagogiques par le jeu, et c'est ce que disait dans le chat, par le jeu ou par… Enfin, voilà, au cours de ce même… Pour acquérir une compétence, c'est de pouvoir créer et segmenter les connaissances avec différents formats, différents mécanismes pour justement permettre à tout le monde de trouver son compte. Tout à fait. Donc, le blended learning, ce n'est pas juste distanciel plus présentiel. Le blended learning, c'est réfléchir en multifacettes sur les formats, les mécanismes et tout. Et c'est là où justement on voit qu'il s'agit là d'une stratégie et non pas délivrer un programme de formation où finalement tout le monde est mis au même niveau. Alors évidemment, on sait quand on fait de l'ingénierie pédagogique qu'il faut avoir différentes séquences différentes parce que de toute façon notre attention, elle dure pas éternellement. Enfin, c'est à peu près une séquence de 20 minutes, hein, si je n'ai pas de mémoire. Donc là, il faut vraiment avoir, j'aime bien ce terme de stratégie, c'est vraiment avoir ça en tête. C'est une stratégie et j'élabore un plan. Voilà. Comme j'ai une stratégie business, bien, il faut qu'il y ait une stratégie véritablement et se poser toutes les questions, toutes les bonnes questions pour ensuite pouvoir créer des parcours de développement. Je vois que nous sommes un peu en retard sur le planning. Je vous propose de passer à la question suivante. Merci à tous pour ces conseils. Je pense que c'est justement très précieux pour nos participants. Et ma dernière question est, à votre avis, quel avenir pour la suite? Qui souhaite commencer sur ce sujet? N'importe. Moi, je peux commencer, j'ai aucun souci. Hein. Enfin, quand on parle d'avenir pour la suite, je vais rebondir et ce qu'a dit Barbara est très juste. C'est juste le savoir, c'est rien. Donc, en fait, le but, c'est pas uniquement de s'attacher au contenu, c'est de s'attacher à l'ensemble du parcours, à la compétence, à la forme, au format, au rythme. Parce que du coup, que ce soit pour apprendre à changer une roue ou à être plus créatif, en fait, le contenu est là, le contenu existe. Mais si je vous dis, vous allez apprendre à être plus créatif avec une vidéo de 18 heures, je ne suis pas sûr que vous allez réussir à absorber cette vidéo de 18 heures. Donc là, pour la suite, il y a une vraie distanciation face au contenu pour s'intéresser à ce blended justement dans ses multifacettes. Il y a aussi toute la partie, et on en discutait un peu avec Laurent, de l'apport des neurosciences, de l'apport de l'empathie. On se met à la place des autres, on comprend mieux les populations, on rentre dans un apprentissage empathique pour comprendre les différents points de vue, pour les différents historiques, et ensuite ramener à soi et comprendre en se projetant. Les neurosciences avec tout ce qui est biais cognitif, comment on arrive à dépasser tous ces biais pour mieux apprendre, pour mieux monter en compétences. Et Laurent l'a dit, il faut appliquer. Il faut appliquer. On dit aussi, et dans le chat, en disant, si moi je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez le retenir? Par contre, si on joue ensemble et si on se met en situation et qu'on arrive vraiment à interagir, vous allez intrinsèquement le retenir, et même physiquement. Et c'est là où c'est intéressant. Et après, c'est aussi pour ça que si on ajoute ce besoin de matérialité, ce besoin de corporalité, avec ce besoin de blended, on arrive à des nouveaux usages ou des usages qui existaient déjà depuis quelques temps, mais qui reviennent au goût du jour. Les Learning Expeditions, on se met en mouvement pour apprendre et on va visiter, on va rentrer en in situ avec des startups, avec des gens qui ont pratiqué, qui ont fait, parce qu'on peut voir de nos yeux, on peut tester, expérimenter. Et c'est là l'intérêt de l'apprentissage par l'usage, c'est de se mettre en mouvement au cours de Learning Expedition pour voir vraiment comment ça se fonctionne. Et en appliquant,
en croisant les domaines. Enfin, ce côté croisement de domaines est clé de dire, bah, ok, vous travaillez dans l'agroalimentaire, je vous emmène dans une banque, je vous emmène dans de la finance, dans de la nouvelle finance, ou je vous emmène dans de l'automobile, et vous allez faire des ponts entre les différents sujets grâce aux neurosciences et grâce à l'empathie pour pouvoir appliquer chez vous ces sauts de pensée. Là, on est dans le développement des collaborateurs et dans l'upskilling en propre. Voilà, Jean-Noël a tout dit, je crois. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, Barbara ou Laurent. Non, je pense que Jean-Noël a vraiment dit l'essentiel. Et là, encore pour bien insister, je vois par rapport à un programme entre la mise en pratique, justement, c'est ce qu'on fait quand on développe justement l'ingénierie, c'est de se dire, il y a des apports, on laisse les participants tester, expérimenter, on les invite à cela dans leur quotidien et à revenir ensuite en séance et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment faire les choses, comment est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement, comment je vais faire les choses de manière autre. Et là, c'est vraiment un enjeu, pour répondre à la question quel avenir pour la suite, c'est continuer, compte tenu, je dirais, de continuer dans ce sens-là, de s'ouvrir aux neurosciences, de s'ouvrir à différents domaines qui vont venir nous aider, nous, au niveau RH, à accompagner le développement des collaborateurs, à accompagner le business, puisqu'on est là pour ça, une entreprise est là pour faire du business. Et donc, et ça, c'est de se dire, voilà, gardons-nous à notre niveau RH, faisons notre propre upskilling, voilà, pour pouvoir faire celui des autres. Voilà. Super. Merci, merci Barbara, merci à tous. Je ne sais pas si Laurent, vous aviez quelque chose à rajouter, sinon on peut passer aux questions, étant donné qu'on est... Passons aux questions. Hein. Puis on verra déjà si on a des questions ou des remarques. Je ne pense pas en avoir vu dans le chat. Mais Jean-Noël a déjà répondu. Oui, c'est ça. Jean-Noël a fait notre travail en amont. Voilà. Je suis polyvalent. Exactement. En tout cas, je pense qu'on a bien débroussaillé le sujet. Merci à tous. Merci à tous pour ce webinaire. J'espère que les participants ont aimé autant que moi j'ai apprécié de vous entendre aujourd'hui. Et je pense qu'on a un peu dépassé déjà. Je ne sais pas si vous avez des dernières choses à ajouter. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci. Je vais poster une petite demande de démo si jamais les participants sont intéressés par faire une demande de démonstration pour Spartid. Et sinon, je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, une bonne continuation. Et bien sûr, le replay vous sera envoyé à la suite de cet événement par mail. Et vous pourrez également le visionner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.